Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. Gros plan en première partie sur les séries télé, les feuilletons ou autres novellas. On en trouve aujourd'hui sur tous les continents pour un public de plus en plus jeune. Avec mes invités, nous allons questionner ces séries de l'Amérique en Inde en passant par l'Afrique. Le bisoutage en milieu universitaire, quelle politique de prévention? C'est la deuxième et dernière problématique de cette émission. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Santa. Santa, vous êtes congolaise de nationalité, vous êtes étudiante en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Régis. C'est un plaisir d'être sur le plateau avec vous ainsi que les différents invités. Et nous avons à côté de vous Chérif. Chérif, vous êtes sénégalais de nationalité, scénariste et réalisateur. C'est votre deuxième participation à l'émission. Merci en tout cas d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité et c'est un plaisir de partager ce plateau avec mes confrères. Et nous avons le plaisir également de recevoir Oumou. Oumou, vous êtes journaliste spécialisé dans le cinéma. Merci également d'avoir effectué le déplacement. Exact. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Et nous allons terminer avec Elie. Elie, vous êtes étudiant en génie civil. Vous êtes gabonais de nationalité. Merci également d'avoir effectué le déplacement. C'est moi qui vous remercie, Régis. Je le disais dans mon introduction, nous allons consacrer la première partie aux séries télé. Quelle influence ont-elles sur les adolescents? Alors nous savons tous que les séries télé aujourd'hui occupent généralement les écrans télé la plupart du temps et les adolescents ne sont pas épargnés. Chérif, est-ce que ces séries télé ont-elles une influence seulement néfaste ou tout au contraire une bonne influence chez les adolescents? À mon avis, l'influence est beaucoup plus tournée vers un côté négatif, si je peux le dire ainsi, parce que là, la génération de maintenant, c'est une génération qui est beaucoup plus affectée par les séries télévisées parce qu'on a déjà la facilité pour tous, presque tout le monde, toute l'enfance, les adolescents, d'avoir des smartphones, des téléphones et un moyen de distribution, de recevoir des téléphones pour voir ces séries et regarder la télévision aussi. De l'autre côté, sur le plan de la production cinématographique, on a accédé à il est facile maintenant d'avoir des appareils Canon, c'est-à-dire le numérique est devenu facile. Donc produire est devenu plus facile que 10 ans avant. Maintenant, avec ces deux vitesses, vous avez une production facile et des téléphones qui reçoivent aussi. Donc, avec ces deux vitesses, l'influence est tout de suite là. Maintenant, dans la production, à mon avis, ce qu'on reçoit beaucoup plus de films, on reçoit beaucoup plus de séries qui, à mon avis, ne sont pas très bien préparées. Donc, et ce manque de préparation, ce manque de contenu bien organisé tourne tout de suite vers le mal et ça... L'influence est tout de suite négative pour la majeure partie des séries qu'on reçoit ici. Alors, il parlait d'influence vraiment néfaste pour la majeure partie sur les adolescents. Oumou, est-ce que vous partagez cet avis de Chérif? Bon, pour moi, je pense que l'influence est partagée. On note, d'une part, elle peut être négative et de l'autre, ça dépend, pour moi, ça dépend de la consommation des téléspectateurs. Je pense que les adolescents, les séries télé n'ont jamais été autant suivies et adorées par les adolescents. Donc, c'est un découvert pour lui, pour ces adolescents, je veux dire. Donc, ça devient leur quotidien. À la place d'aller apprendre leurs leçons, à la place de suivre correctement leurs cours dans les salles de classe, à la place d'aller dans les bibliothèques, de lire, ces adolescents préfèrent discuter de ces séries télévisées. Parce que dans les salles de classe, en général, on voit des étudiantes qui prennent 1 heure de leur temps pour résumer l'épisode d'une série qu'elles ont regardée. Évidemment, il y a un impact négatif sur le rendu scolaire, Santa. Oui, évidemment qu'il y a un impact sur le rendu scolaire, mais je pense que tout ceci pourrait être dû à la surconsommation qui n'est surtout pas, disons, réglementée, autant au niveau domestique, dans le cadre familial, qu'à l'extérieur. Il faut le dire, une fois que le jeune sort du cadre de la famille, même si c'est contrôlé ou comment, il a accès à son téléphone. Aujourd'hui, ce ne sont plus juste les séries diffusées à la télé, mais nous avons les programmes à la demande. Ce qui permet aux jeunes, s'il a envie de voir telle série, il suffit de taper.
soit en streaming ou encore sur les différentes applications. Ainsi, il y a l'abonnement et surtout que les codes se partagent plus facilement et ils s'y adonnent. Ça peut être en pleine journée alors qu'ils sont censés avoir cours, ce qui fait que le jeune n'est pas concentré sur ce qui est dit. Et une fois aussi qu'il est chez lui à la maison, s'il n'y a pas un programme, du moins un emploi du temps à la maison qui réglemente en fait cet équilibre-là du jeune entre le moment où il a le droit de se détendre, se divertir un peu, et le moment où il doit réellement s'adonner à ses obligations scolaires, on tombe effectivement dans des résultats scolaires qui ne sont pas agréables à voir. Donc du coup, il faut vraiment une sorte de responsabilité de l'adolescent, mais également des parents, Élie. Bien sûr, c'est-à-dire l'adolescent lui-même n'est pas encore responsable. L'adolescent lui-même. C'est aux parents de diriger l'adolescent, de montrer à l'enfant ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais nous constatons dans la majorité des foyers que plusieurs parents ont abandonné leur rôle. Ont abandonné leur rôle dans le sens où l'enfant a la possibilité de regarder ce qu'il veut, quand il veut, du moment où il a accès à l'Internet à la maison. Quand l'enfant a déjà cette possibilité-là, il regarde tous les programmes qui sont voilà, sur le réseau. À sa disponibilité. Et au niveau de l'école, quand il y a déjà un groupe pendant une récréation, il y a telle série qui passe, toi, tu n'as peut-être pas encore regardé ou du moins visionné cette série, du moment où tes amis, tes condisciples de classe te font la pub de cette série, tu te donnes envie de regarder. Et quand tu regardes cette série, il y a comme, à la fin même de l'épisode, il y a comme l'envie de regarder encore la seconde. Oui, évidemment. Donc du coup, ces séries-là deviennent une sorte de drogue. C'est difficile de s'en séparer, Chérif. Bien sûr, parce que ça devient comme une drogue, on peut dire, parce que de fur et à mesure que vous suivez l'évolution de la série, l'épisode 1, vous voulez regarder le 2, le 3, la suite, ainsi de suite, et vous êtes tout de suite attaché à cette histoire. Donc, le cinéma, c'est déjà de la fiction, on parle de fiction, donc c'est déjà créé, c'est une écriture, c'est des techniciens qui sont derrière qui font en sorte de vous montrer une vie qui n'existe pas en fait, mais vous scotchez. Donc l'écriture est faite de telle manière qu'à la fin, on va vous donner envie de revenir, de continuer à suivre. Même dans dans certains sites internet, il y a des films, il y a des séries qu'une fois à la fin qu'on touche le générique, immédiatement on vous propose le prochain épisode. Vous pouvez penser faire 25 minutes, du coup vous vous sentez, vous avez perdu 2 heures de temps de votre vie, de votre temps en train de suivre une série, ça passe vite. Donc il faut qu'on sache comment s'organiser parce que l'école est une forme d'éducation. À la maison, on éduque, mais il faut que les gens prennent conscience de la force et l'influence des cultures de masse comme les séries, les films, les fictions, qu'on essaie d'associer ce secteur dans l'éducation à la maison et aussi à l'école. Voir comment discuter avec les jeunes, comment leur faire comprendre que vous devez les responsabiliser par rapport à ces programmes qu'ils reçoivent. Santa, vous voulez rebondir sur un point? Allez-y. Je voulais rebondir un peu sur ce que Chérif a dit, mais aussi revenir sur ce que Élie a dit. Il a parlé de l'abandon en fait des parents, l'abandon du rôle des parents. Moi, je pense que ce n'est pas réellement l'abandon du rôle des parents. C'est soit, disons des points ressortirants, c'est soit en fait les parents ont trop confiance en leurs enfants, soit ils se donnent certaines limites aussi, parce qu'il faut le reconnaître. Nous sommes en Afrique et nous connaissons un peu la société africaine en soi. Les parents ont encore certains tabous, certains mal à aborder en fait certaines questions avec leurs jeunes. Il y a beaucoup de limites qu'ils se donnent. Le côté de la confiance, c'est dans le sens où ils croient en fait que
il croit vraiment à 100% que ce que le jeune fait, disons les règles données, l'éducation soit pleinement donnée avec tous les principes, le jeune le suit à la lettre. Mais ça n'exclut pas un suivi également des parents. Bien sûr. Mais ils se disent, il y a des parents qui se disent, bon, on a mis, en fait, disons, si on a mis le principe, on a mis les principes, on a mis les limites, ils vont forcément jouer sur le rappel au fur et à mesure. Mais il faut penser qu'à ce moment-là, il y a le jeune qui poursuit autre chose, comme il disait, l'effet de masse, qui va commencer peut-être à jouer un rôle à la maison. Voilà quoi, parce qu'il ne veut pas se faire attraper. Il sait que ça, c'est pas la limite, mais il sait qu'il est déjà au-delà de la limite. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, devant les parents, il va faire, genre. Elie, oui, allez-y. Pour rebondir sur le point que Santa vient d'évoquer, les parents font confiance aux enfants. Il y a plusieurs parents qui font confiance aux enfants. Mais le problème, il y a plusieurs éducations. Il y a l'éducation de la maison, l'éducation de l'école et l'éducation de la rue. L'enfant lui-même, quand il reçoit l'éducation de la maison, il a un comportement qu'il aborde à la maison. Le parent a totalement confiance en l'enfant. Mais le parent ne sait pas ce que l'enfant fait dans la chambre. Le parent se dit, l'enfant est en train d'étudier, entend l'enfant sur le smartphone, en train de visionner des séries. Vu qu'il n'a pas accès à la télévision, il regarde ces séries télévisées sur son smartphone. Et là, on parlait tout à l'heure de cette envie-là, de toujours regarder. Et quand il abuse, automatiquement, ça influe sur ses résultats scolaires. Le parent se dit tout le temps, l'enfant est dans la chambre, il regarde ses cahiers, mais quand c'est le moment d'aller récupérer le bulletin de l'enfant, les résultats, évidemment, sont assez catastrophiques. Donc, c'est un petit peu ce que Santa disait. Évidemment, il y a de la confiance, mais derrière, il faut également le suivi des parents. Oumou, il y a un point que Chérif a évoqué tout à l'heure qui est très intéressant quand il parlait, évidemment, de cette vie que les scénaristes qu'il est, d'ailleurs, créent pour justement projeter à l'écran. C'est très difficile aujourd'hui pour l'adolescent qui se cherche, qui n'a pas de repères, de différencier ce qui est réel de ce qui est irréel. Oui, comme vous l'avez dit, l'adolescent, lui, il n'est pas conscient que ce que je suis en train de regarder, c'est quelque chose de fictif. Il n'est pas conscient de cela. Maintenant, je pense qu'aussi, vous avez tantôt soulevé la responsabilité des parents, la responsabilité de l'adolescent. Qu'en est-il aussi de la responsabilité de ces hommes de culture, de ces gens qui évoluent dans le cinéma? Parce qu'aussi, eux aussi, ils ont leur rôle à jouer dans tout ça. Parce que vous ne restez pas sans savoir que, outre que ces séries télévisées que l'on regarde, il y a de ces séries qui touchent l'éducation. Il y a de ces séries qui influencent les gens dans leur vocation. Par exemple, à devenir, je ne sais pas, médecin. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour moi, il y a aussi la responsabilité des scénaristes que vous êtes, bien sûr. des scénaristes, ouais. Mais vous devez aussi trouver un terrain d'entente, d'assainir ce milieu afin de proposer une bonne justement, par rapport à ça, Chérif, évidemment, je vais dans le même sens que Oumou, par rapport à cette responsabilité du scénariste que vous êtes. Vous êtes là en ce moment en train d'écrire une série. Évidemment, comment ça se passe dans l'écriture? Vous avez aussi cette autocensure-là par rapport aux thématiques que vous abordez? Bien sûr, parce que là, en fait, le travail qu'on fait, je peux dire que ici au Sénégal, la production, l'écriture est beaucoup plus privée. Genre, on n'est pas renfermé sur un système d'écriture. Chacun fait son film de son côté. Et donc, les influences sont là, la jeunesse, le fait d'apprendre à écrire, c'est un monde aussi qui se découvre. Il faut comprendre cela. On n'a pas de très bons scénaristes au Sénégal. On n'a pas, surtout pour les séries télévisées. Le monde cinématographique avance beaucoup plus, on gagne beaucoup plus de prix, on est bien organisé dans le cinéma. Il faut faire la différence. La télévision, c'est autre chose. Donc, si vous venez dans le monde de la télévision, c'est une série et tout le monde se prête à l'écriture et la production. Moi, je suis un acteur parmi les acteurs du milieu. Si je dis que l'influence est déjà négative, parce que j'ai constaté que la majeure partie de mes collègues dans la production de leurs films, de leurs séries télévisées, il n'y a pas ce contrôle en fait de l'écriture jusqu'au tournage, jusqu'à la diffusion, tout passe vite.
tout passe vite. Donc aujourd'hui, nous, on est responsables déjà. Mais il faut savoir aussi que l'objectif, quand on écrit, quand on fait nos films et nos séries, on n'est pas là pour éduquer. En fait, c'est pas, il faut faire la différence. Le premier objectif, ce n'est pas d'éduquer. On raconte une histoire. Donc, c'est là où se situe le problème. Dans le moment de raconter l'histoire, vous pouvez penser sensibiliser, mais vous faites une contre-sensibilisation et ça touche. Donc, vous prenez parce que écrire, c'est une technique, donc il y a une technique d'écriture. Et si vous ne respectez pas bien cette technique d'écriture, vous allez penser sensibiliser, faire la publicité de quelque chose de positif, alors que vous êtes en train de passer de l'autre côté. Et on se retrouve évidemment avec une influence plutôt néfaste sur la jeunesse. Santa, est-ce que certaines séries, est-ce qu'elles vendent une fausse vie, un faux rêve à ces jeunes-là? Notamment tout ce qui tourne autour des novellas, les feuilletons? Je pense que oui, quelque part. Il y a la vente en fait de ce rêve, de ce côté assez fictif. Si on va surtout du côté un peu le cinéma au niveau sud-américain, indien, avec les novellas, oui, surtout pour les jeunes. Parce que la majorité de ces séries-là, ça va surtout sur de la romance, en plein dedans, des vies de couple. C'est une situation en fait dans laquelle les jeunes ne sont pas ils ne sont pas censés se projeter à l'instant parce que c'est autre chose qui sont censés les préoccuper. Ils sont à l'école, ils sont les bons de l'école, ils ont des diplômes à avoir, ils ont encore un parcours académique à faire. Donc de ce côté-là, il y a cette vente en fait de rêves. Mais si on se penche du côté du cinéma un peu, on va dire hollywoodien, américain et tout, je pense qu'il y a ce mélange de réalité et fictivité, un peu comme il pouvait le dire. Parce qu'au-delà, pas seulement forcément éduquer, mais ça va au niveau de dépeindre la réalité. Sauf que ce que l'on oublie, nous consommateurs africains, c'est que les réalisateurs ou les scénaristes américains dépeignent d'abord leur réalité. Ils se positionnent d'abord dans ce qui est en rapport avec leur culture et ce qu'ils constatent. Ce qui n'est pas en fait le cas, sans se tenir réellement compte de comment ça se passe en Afrique, sans réellement tenir compte de comment ça se passe en Asie, bien qu'il souffre aujourd'hui. Ceci dit, le consommateur africain maintenant, n'étant pas conscient de cela, le jeune surtout, en regardant ces séries-là, il va tout prendre pour lui. Il ne va pas vouloir faire cette distance-là, il ne va pas prendre ce recul-là en se disant que ça tient compte de ceci. Non, il va pleinement se plonger dans ce que l'on pourrait appeler le rêve américain. Évidemment, sans faire de distinction. Oui, Elie, allez-y. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les séries qui dominent en Afrique, ce sont des novellas. Dans certains pays africains, ce sont des novellas qui dominent. Et ça domine plus sur les jeunes filles. Ce sont les jeunes filles qui sont impactées par ces novellas. Ça donne une image qui est différente de la réalité sur des relations amoureuses. Ça donne du parfait. C'est tellement parfait dans les novellas que la réalité est tout autre chose. Elle est tout autre chose. Et même sur l'accoutrement. Sur l'accoutrement, les jeunes filles sont plus poussées sur les vêtements qu'elles regardent des personnages. Évidemment, elles veulent automatiquement s'identifier à un personnage. Moi, je pense qu'on a péché au moment où on a un peu perdu le chemin, la voie à prendre. Parce que on ne peut pas tout de suite aujourd'hui interdire aux jeunes de regarder ces séries, mais c'est la proposition, la bonne proposition qui manque en fait. Est-ce qu'on ne va pas proposer des projets de séries qui reviennent sur l'identité de l'Afrique, qui reviennent sur comment est l'Africain, comment aimer l'Africain, comment se sentir fier de sa peau. Je pense que Chérif, ces séries existent déjà, mais malgré évidemment le fait qu'il y ait ce genre de séries-là qui prônent en tout cas les valeurs culturelles africaines, oui. On se rend compte qu'aujourd'hui, nos adolescents, nos petites sœurs, comme Elie venait de le dire, sont malheureusement dans une sorte de dépravation des mœurs. Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à l'interdiction
en République démocratique du Congo, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamberi, avait ordonné en 2019 la fermeture temporaire de la chaîne de télévision Novelas, une chaîne qui, selon lui, participe à la dépravation des mœurs. Faut-il davantage ce genre d'initiative, Oumou? Bien sûr. D'abord, permettez-moi de rebondir sur une question, Chérif. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme vous l'avez souligné, le réalisateur, il est libre d'écrire ce qu'il veut, de réaliser comme il veut, le scénariste d'écrire comme il veut, parce qu'on est libre en cinéma, comme vous l'avez dit. On ne peut pas venir vous imposer des thématiques à prendre. C'est vous-même qui l'avez souligné tout à l'heure. C'était juste pour une parenthèse. Et pour revenir sur ce que vous venez de dire, je pense que c'est ça. On doit avoir des politiques de ce genre. Parce qu'il y a des organismes qui sont là et qui sont prêts à nous accompagner sur ça. Mais est-ce que les réalisateurs en sont conscients? Je ne sais pas. Est-ce que les scénaristes en sont conscients? Ça reste à voir. Peut-être c'est ce qui leur arrange de faire ce genre de séries. Parce que moi, je félicite quand même la situation et la façon dont les séries sénégalaises ont pu occuper le marché ces dernières années. C'est à féliciter, mais aussi il reste beaucoup à faire et à revoir. Parce que comme Santa l'a dit tout à l'heure, il y a de ces séries qui traitent, dont le thème principal, c'est l'amour. Presque dans tous les séries, on retrouve le même thème qui revient. L'amour, l'amour. Alors quand on parle d'adolescents, c'est un jeune qui est en train de se chercher et qu'on doit soutenir. Alors là, on trouve des scènes à caractère érotique. Et ça pervertit en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que maintenant, les parents osent en parler à leurs enfants. Parce qu'ici au Sénégal, les séries se regardent en famille. Il faut qu'on prenne nos initiatives et nos responsabilités d'en parler et d'arrêter les tabous. Exactement. Oui, allez-y, Santa, vous rebondissez sur un point. Oui, sur cette dernière partie, moi je suis complètement d'accord avec Oumou, parce qu'il y a... Peut-être que c'est à ce niveau-là que Kelly disait l'abondant en fait du rôle des parents, parce qu'ils ne prennent pas cette responsabilité-là. Nous parlions tout à l'heure de cette barrière que les parents se donnent. En gros, les parents, les adultes se donnent vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs jeunes, parce qu'il y a des sujets qui pour eux sont encore tabous. Nous comprenons, la société africaine, il y a quelques années, ne pouvait pas aborder certaines choses. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'au-delà même du cercle fermé, disons, des différentes cultures africaines, il y a qu'à côté, voilà, le monde est en train d'évoluer. Donc, certaines choses explosent, sont de plus en plus à nu. Est-ce qu'il faut prendre le risque de faire comme si, disons, de faire l'aveugle vis-à-vis de nos enfants, se disant, bon, c'est pas ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas, et donc ne pas en parler avec eux, ou prendre conscience de ce qui se passe, en fait, réellement, de cette mondialisation-là des choses, et saisir l'occasion pour ouvrir la discussion avec les jeunes. Moi, je suis pour cette option-là parce que ça faciliterait déjà beaucoup de choses et ça éviterait beaucoup de déboires à ces jeunes-là. Exactement. Là où, par rapport à l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure sur la fermeture peut-être de la chaîne de Novelas, etc. Donc, pour moi, je suis pas trop d'accord pour ce genre d'initiative qu'on doit prendre parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'il faut encourager, il faut beaucoup plus encourager des productions qui reviennent sur l'identité de l'Afrique. On ne peut pas interdire à une personne de regarder ici parce que ça crée encore la curiosité, beaucoup plus de curiosité. Ici au Sénégal, il y a cette affaire de dépigmentation qui est en train de prendre beaucoup plus de l'ampleur. Et on a remarqué que la majeure partie de ces sociétés qui vendent ces produits sponsorisent les séries télévisées. Et ces séries qui sont regardées par les jeunes filles. Et donc peut-être que, je ne sais pas, cause à conséquence, c'est ce qui a provoqué peut-être l'interdiction de la publicité de ces genres de produits. Et ces produits, depuis qu'on a arrêté, ça a un peu posé sur le problème financier de certaines séries, la production de certaines séries. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand on interdit ces produits, il faut aussi encourager, peut-être donner des initiatives à des gens qui montrent des séries qui reviennent sur l'identité culturelle, qui reviennent sur ça. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé de l'amour, des séries de novelas, ça marche beaucoup plus. Le public consomme beaucoup plus des séries qui parlent d'amour, etc. Vous faites la différence. Toutes les séries qui touchent... Les scénaristes ont compris ça. Depuis qu'ils ont compris ça,
ils sont en train de travailler sur un business. Et maintenant, c'est quoi l'équilibre entre le business, vraiment gagner sa vie, et représenter son pays? Est-ce que les gens sont assez responsables pour prendre parti pour la nation et non pour le business? C'est là où il y a le débat. Évidemment, le point il est là. Oui, Elie, mais une autre question évidemment avant de marquer une pause. On va peut-être revenir sur vous, hein, sur les invités. En parlant de séries également, vous consommez des séries. Quelle importance ces séries-là ont sur votre vie quotidienne? Certaines séries ont plus d'importance que d'autres. Et déjà, je vais revenir sur le point, la consommation. C'est la consommation. C'est-à-dire, quand la série, on passe du temps à visionner, et que cette série ne nous apporte rien. Il y a des séries qui nous apportent quelque chose. Il y a des séries qui nous renseignent plus sur certains domaines. Comme certaines séries de médecine. Est-ce que vous êtes en génie civil, est-ce que vous regardez beaucoup plus des séries qui parlent de votre formation? Non, personnellement non. Je suis plus sur des séries de médecine. Je ne fais pas médecine, oui, mais je suis fasciné par la médecine. Je suis fasciné par cette manière de résoudre certains problèmes, cette manière de trouver des solutions à certains problèmes. Et ça touche automatiquement l'adolescent. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui donnent à l'adolescent l'envie, la vocation. L'adolescent peut être des classes qui varient entre la 6e et la 3e. À partir de ces classes, l'adolescent cherche quelle filière il va suivre derrière. Est-ce que c'est la littérature? Et déjà, le genre de série qui impacte sa vie peut impacter sa profession plus tard. Il regarde une série de médecine. Il dit non, j'ai bien envie de faire de la médecine parce que ça me fascine. Guérir les gens me fascine. Et du coup, il se lance là-dessus. Il cherche à faire médecine, hein, médecine plus tard. Voilà, et c'est un petit peu ce qu'on disait, parce qu'il n'y a pas que le côté néfaste des séries télé sur les adolescents. Évidemment, ça peut nourrir des professions, nourrir des envies. On va terminer sur cette question avant évidemment de marquer la pause. Santa, c'est possible d'allier séries télé et éducation, programme bien ficelé chez l'adolescent? Oui. Personnellement, moi, je pense que c'est possible. Parce que je pense que chacun d'entre nous n'avons pas commencé à regarder déjà les séries à l'université ou au niveau professionnel, mais bien depuis. À ce niveau-là, ce qui devrait intervenir, c'est l'identité déjà en fait du jeune. L'identité déjà du jeune. Les objectifs en soi, parce que ce qui pourrait l'amener à filtrer en fait sa consommation, savoir tout n'est pas à regarder. Évidemment. Une fois qu'on a véhiculé ce message-là en fait aux jeunes, et ça c'est déjà là en fait, c'est un déclic. Je ne peux pas tout regarder. Que ce soit même pour le plaisir, je ne peux pas tout regarder. On devrait plutôt apprendre aux jeunes, regarde quelque chose qui va avoir de la productivité sur toi. Exactement, ne pas tout regarder, regarder l'essentiel. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. A tout de suite. De retour sur Média 1 TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. Depuis la rentrée, plusieurs débordements ont lieu lors des soirées d'intégration. Malgré l'interdiction, le bisoutage reste d'actualité et chaque année, des étudiants en sont victimes. Mais devant de tels agissements et par peur d'être rejetés, les victimes n'osent ni en parler ni porter plainte. Comment expliquer cela, Santa ? Déjà, merci pour la question. Comment expliquer la notion de biseautage et cette peur, évidemment, d'en parler. En fait. Moi, je pencherais premièrement par les conséquences psychologiques. Premièrement, les conséquences psychologiques dans le sens où les pratiquants en fait, du biseautage oublient souvent que quand ça va et que ça dépasse les limites, beaucoup se retrouvent traumatisés. Il y a déjà, pour la notion, il y a certains qui se retrouvent
avec un mauvais souvenir. Ils se retrouvent qu'ils ont été humiliés parce que au-delà du biseautage qui se faisait de manière assez simple, tu danses devant tout le monde, on va te verser de la farine, de l'eau. Aujourd'hui, ça s'y allait beaucoup plus loin. On va à des personnes, il y en a qui meurent en fait de ça, il y en a qui se retrouvent avec des conséquences sur la santé qui sont très visibles. Et donc à côté de ça, si psychologiquement d'autres n'ont pas le courage de dire, parce que c'est quoi, raconter comment est-ce que j'ai eu honte, raconter comment est-ce que j'ai été humiliée devant tout le monde, je ne pense pas que chacun voudrait remonter ce souvenir-là et de sur quoi oser le dire en fait à nu. Quelle serait la réaction des personnes à qui je parlerais? Est-ce qu'ils comprendront? Parce qu'il y en a encore qui sont pour le biseautage, qui disent de toute façon, or ce n'est que la tradition, hein, c'est pour te permettre de devenir soit plus homme, de te permettre de t'endurcir. Donc je pense qu'il y a le revers psychologique, mais aussi la peur de la réaction de ce vers qui nous tournerons. Justement, Oumou Santa a parlé d'un point en ce qui concerne le biseautage, qui jadis était une sorte de cérémonie d'initiation, de bienvenue de nouveaux bacheliers, en tout cas dans le domaine universitaire. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, cette cérémonie d'initiation, de bonheur, de béatitude parfaite, s'est très vite transformée en une cérémonie d'horreur? Oui, en tout cas, moi, ça m'a surpris lorsque j'ai vu qu'il y a même des étudiants qui en ont perdu la vie. Parce que moi, je l'ai vécu et c'était une expérience très enrichissante et j'ai beaucoup aimé. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux étudiants qui viennent à l'école, je leur dis il faut y aller à cette semaine d'intégration parce que il y a des actions, des pratiques de ouf. J'ai fait des découvertes et même si c'était parfois un peu difficile, je l'admets, c'était parfois un peu difficile et j'en ai même tombé malade, mais après j'en garde de bons souvenirs. Évidemment, mais comment comprendre oui. qu'il y en a qui vont justement qui débordent, hein, qui vont dans des pratiques assez dures envers ces nouveaux bacheliers. On l'a dit, il y en a qui ont perdu la vie, alors que avant, le biseautage, c'était, comme on le disait tout à l'heure, c'est une cérémonie d'initiation. Vous avez gardé un très beau souvenir de ce moment-là, mais malheureusement, aujourd'hui, le biseautage a pris une autre tournure. Moi, je pense que donc, comme il faudra lui changer de nom. Parce que moi, le biseautage que j'avais connu et que j'ai pratiqué n'a rien d'égal à ça. Je pense que c'est de l'abus. C'est de l'abus et il faut y prendre des mesures. Et en parlant des mesures, justement, Elie, quels devraient être les dispositifs de prévention que les autorités universitaires devraient mettre en place pour justement essayer d'enrayer ce phénomène? Déjà, dans des universités, il doit y avoir, comme elle disait tout à l'heure, des psychologues. Le biseautage en lui-même n'est pas mauvais. C'est une initiation qui permet à l'étudiant qui vient d'arriver d'être à l'aise, de se familiariser aussitôt dans l'université. Mais nous constatons que aujourd'hui, certains ont même peur. Certains ne veulent même pas intégrer les universités à cause de cette peur-là. L'initiation, elle est tellement rude. Et certains gardent dans la tête que si moi, j'ai subi ça, celui qui va venir. Et c'est cet espoir qu'on donne à celui qui se fait bisouter maintenant. Non, toi, tu te fais bisouter maintenant parce que celui qui va venir, il va faire la même chose. Et toi, tu nourris cette, entre guillemets, haine. Dire celui qui arrive, je vais faire la même chose. Vous avez parlé tout à l'heure, Elie, d'un point qui est intéressant. Évidemment, Santa l'a souligné, c'est la psychose qui s'installe chez l'étudiant qui a été victime de biseautage. C'est le cas pour vous. Vous avez refusé d'aller à l'université de peur d'être bisouté. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Non, c'est-à-dire, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur quand j'étais à l'extérieur de l'université. Je me disais, c'est normal. Parce qu'avant d'arriver au Sénégal, j'ai d'abord fait 1 an à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. C'est-à-dire que quand tu arrives, même pour faire l'inscription, c'est quasi
impossible. Ce sont des menaces que tu reçois. Tu ne veux même pas faire l'inscription. Et même pour faire cours. Une fois, on avait fait un cours de physique-chimie. 18 heures, l'enseignant sort. C'est-à-dire que l'administration, entre guillemets, est pour le bizutage. L'enseignant sort, il demande à ces gens qui font le bizutage d'entrer. Les bleus, comme on appelle au Gabon, les bleus étaient encore dans la salle. En fait, les nouveaux étaient encore dans la salle. Donc, à un moment donné, je vois tout le monde se lever et sortir en courant. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Certains étaient déjà évidemment, sortis. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de venir au Sénégal. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de et pas venir au d'aller évidemment Sénégal de poursuivre à l'université. Il a évoqué un point, Chérif, qui est évidemment très pertinent, c'est le rôle des autorités universitaires. Alors je pense que ces autorités universitaires sont dans une logique plutôt parfaite du bisoutage, dont Oumou en garde un très bon souvenir, mais on le dit aujourd'hui, il y a des débordements par rapport au bisoutage. On parlait des sanctions. Est-ce que ces sanctions qui existent, déjà, est-ce qu'elles existent, ces sanctions? Et si elles existent, est-ce qu'elles sont assez suffisantes? Je ne pense pas qu'elles soient assez suffisantes. Et même le problème, c'est dans le bizutage, c'est de trouver un coupable. Parce que c'est tellement bien organisé au point que personne ne veut parler, personne ne veut trahir les codes et les secrets qui sont à l'intérieur. Donc, c'est difficile de trouver un coupable ou bien arrêter cette pratique. Parce que si c'est une pratique qui date depuis des années et que chaque génération qui vient essaie de ramener la tradition et de proposer, d'innover. Et dans l'innovation, on tend toujours vers des accidents et des accidents qui sont meurtriers, quoi, en fait. Donc, le problème qui se pose en ce moment, c'est moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est comment on peut passer du stade d'étudiant, de responsable, de quelqu'un qui tend vers un futur leader et qu'on se prête beaucoup plus dans ces pratiques de bizutage qui nous ramènent vers l'adolescence, on peut dire quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est des innovations. Et quand on pose les défis à tout le monde, voici des défis aujourd'hui, des épreuves qu'on a données, tout le monde veut réussir ces épreuves et dire que je suis majeur ou bien je suis accepté par la communauté. Et dans ces pratiques, c'est codé, c'est enfermé. Et c'est difficile de sanctionner, de trouver une sanction. Maintenant, la responsabilité des dirigeants de ces universités qui laissent cette pratique continuer, je ne sais pas s'ils veulent continuer à faire la publicité parce que certaines veulent qu'on adhère à leur université parce qu'il y a une semaine d'intégration très exceptionnelle, mais je ne pense pas que ça donne une bonne image aux études supérieures de nos pays. Justement, par rapport à ça, Santa, faut-il aujourd'hui organiser ces journées d'intégration-là sous l'œil vigilant et reprobateur, on va le dire ainsi, de ces autorités universitaires? Mais complètement qu'il le faut. Nous sommes passés, comme il pouvait le dire, nous sommes passés de bizutage un peu inoffensif, entre guillemets, qu'a eu à voir Oumou, au bizutage qui a fait fuir Elie, en fait, entre guillemets, l'université. Parce que la réalité est devenue tout autre, en fait. Les conséquences sont encore plus visibles. Peut-être qu'avant, c'était assez moindre. On se disait, bon, c'est une fois, c'est sûrement allé beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, c'est assez évident. Et face à cela, évidemment qu'il faut prendre des mesures. Moi, je pense que si on ne peut pas avoir réellement de coupables, parce que c'est vrai, s'il disait, c'est une communauté, tout le monde est solidaire, entre initiés, entre guillemets, personne ne voudra en fait dénoncer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Étant donné que ce sont des étudiants d'une même université, quand on sait que ça se passera au moment des semaines d'intégration, faisons signer en fait des chartes comment dire ça en fait, des sortes de chartes d'attitude et tout, à chacun déjà des étudiants, parce que ça les engage. À ce niveau-là, c'est une sorte de contrat, ça les engage. Et qui, donc, dans la mesure où tout le monde est concerné, qui est attrapé dans les débordements subira immédiatement les sanctions. On n'aura pas directement besoin de chercher qui est la première personne instigatrice. On commence petit à petit. Et je pense que ça pourrait déjà recadrer. Et à côté, il y a aussi la notion sûrement de sensibilisation, parce qu'on a encore ces jeunes-là, ces jeunes ados, ces jeunes adultes qui ne prennent pas conscience
déjà du retour psychologique que ça peut avoir et des réels dangers. Parce que même dans les abus, il y a beaucoup de principes ou bien de règles de droits humains en fait qui sont dépassées. Ça veut dire qu'au-delà d'être dans la normalité, dans la légalité, beaucoup sans le savoir rentrent dans l'illégalité. Donc ce serait important aussi d'introduire en fait cette notion-là de sensibilisation pleine afin de les rappeler tout ce que cela engage. Justement, en parlant de ce qui s'engage, hein, le fait de rentrer dans ce phénomène de bizutage dans les universités hein, qui existe encore malheureusement, au Zimbabwe et en France également, le Parlement avait adopté en 1998 une loi criminalisant le bizutage, une décision salutaire, Oumou? Je pense que je les comprends parce qu'on dirait que c'est parce qu'il y avait atteinte au droit de l'individu, parce que là, on est victime d'humiliation, on est victime de... En tout cas, moi, le bizutage que j'avais subi, je comprends maintenant pourquoi ça c'est pas un peu bizarre comme ce qu'elle vient de souligner, parce que nous, on était sous la surveillance des forces de l'ordre. Les initiés et ceux qui étaient là-bas, nos anciens de l'établissement, étaient sous la surveillance des forces de l'ordre. Ils nous ont accompagnés. C'est à eux de dresser les activités, de leur montrer comment ça se passe. Je pense qu'il faut prendre ces genres d'initiatives. Voir des gens qui peuvent, pourquoi pas ne pas faire des tests ou bien des formations avec les forces de l'ordre ou bien des scouts pour pouvoir assainir. C'est qu'en général, ces séances de bizutage se déroulent des fois à l'abri de regard des autorités. C'est des jeunes qui arrivent dans l'université, qui se font bizouter, comme Elie l'a souligné, dans une salle de classe. Et après, il y a ce côté difficile d'aller vers les autorités universitaires pour en parler. Elie, oui, vous allez revenir, allez-y. Comme disait, les autorités peuvent prendre des mesures. Et je loue les mesures de ces autorités. Mais le problème est qu'est-ce que l'administration suit les mesures qui sont prises par les autorités? Dans la plupart des cas, non. L'administration reste muette par rapport à ces mesures qui sont prises par les autorités. Et on constate dans certaines universités, exemple toujours de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, il y a eu des cas au Gabon, il y a eu des cas de viol, il y a eu même des décès. Et là, il a fallu qu'un étudiant puisse porter plainte. Il y a eu descente de bérets rouges. C'était devenu la psychose dans l'université. Et un autre cas où un étudiant a été bastonné. C'est un bizutage, bastonné. Et lui, il a dit, il ne se laisse pas faire. Il s'est fait bastonner dans l'université. Pour lui, il attrape. Il y a des visages qu'il connaissait. Ouais. On règle ça dehors. Ouais, et du coup, ça va enchaîner un point qui va être très compliqué à gérer derrière. Il y a encore un autre point, je vais revenir beaucoup sur ce point-là, qui est la psychose. On l'a souligné en début, en première partie, il faut beaucoup de sociologues dans les universités pour comprendre ces élèves-là qui sont victimes, Chérif. C'est très important, la présence des psychologues, de comprendre l'état d'esprit de ces étudiants, les pratiques qu'ils font, parce que c'est un monde qui est entouré par une forte pression. Déjà, par exemple, si je prends le cas d'Elie qui vient à l'université, il a envie de s'inscrire, il a envie qu'on lui montre le chemin, que des anciens lui donnent les secrets, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment lui donner les anciens cours, etc. Je pense que à ce stade, quand il arrive, il a ce besoin d'être supporté, d'être accompagné et assisté. Mais ce besoin est un peu est placé sous une condition, c'est de passer par ce phénomène de bizutage. Et actuellement, il faut qu'on mette beaucoup plus de parce que l'université est en train de changer de forme de plus en plus, parce que les bizutages là, si ça continue de fur et à mesure, vous allez voir que la pratique, ce sera une pratique qui est déloyale déjà. On est libre de faire une pratique qui est interdite par la loi. En fait. Parce que s'il y a un cas de viol, cas d'excès, cas etc., et que c'est passé, que personne n'en parle, l'année prochaine ce sera pire. Et la personne qui commence à se sentir libre
d'enfreindre la loi, de faire tout ce qui est contraire à la loi. Je pense qu'il y a une communauté un état d'esprit qui est en train de s'installer et qui va être dangereux pour nos établissements universitaires. Et évidemment pour les futurs, les nouveaux étudiants, ceux qui arrivent, qui découvrent cet univers qui est l'université. Santa, évidemment, Chérif l'a souligné tout à l'heure, les étudiants qui sont victimes de bizutage doivent également être informés sur leurs droits. Mais est-ce que c'est toujours le cas dans les universités ? Justement, ce n'est pas toujours le cas. Sinon, on ne serait pas conscient, on n'assisterait pas à tout ce qui se passe. Autant ceux qui sont victimes de bizutage que ceux qui font le bizutage, ils ne sont pas du tout conscients en fait de tout ce que cela implique. Ils ne sont pas conscients déjà, ceux qui sont victimes, ils ne sont pas conscients de leurs droits. Parce que s'ils étaient conscients déjà de leurs droits, on aurait peut-être plus de personnes qui oseraient aller vers la justice ou oseraient des témoignages. avoir des témoignages déjà. Ils auraient cette petite volonté-là d'aller au-delà de cette souffrance, au-delà de cette psychose qui commence à s'installer. Et dans le cas inverse aussi, ils n'ont pas conscience en fait qu'ils violent des droits, ils violent des lois. Parce que comme il disait, dès lors où on arrive on assiste à un viol et toutes ces choses, il y a une chose déjà qui est biaisée, c'est la notion du consentement. Ça veut donc dire déjà que ces gens ils ne réalisent pas réellement c'est quoi le consentement. Ça va au-delà d'un simple mot. S'il y a des règles qui sont autour, des lois qui sont autour et des sanctions judiciaires qui peuvent s'encourir. Si déjà ils ne réalisent pas ça, on ne peut pas en fait avoir des personnes qui commencent au fur et à mesure à régulariser les méthodes de bizutage et à vouloir réellement encadrer ça. Et justement par rapport au règlement intérieur des établissements, est-ce qu'ils doivent systématiquement intégrer une rubrique consacrée aux sanctions disciplinaires en cas de bizutage ? Bien évidemment, d'après tout ce qu'on vient de dire, je pense que c'est une belle initiative d'essayer d'adopter ce genre de pratique parce que, comme elle l'a si bien dit, ça va au-delà même de ces activités et moi, en tout cas, c'est nouveau pour moi de découvrir que tout ce genre de choses existe avant. Moi, comme je l'ai vécu, je pense que ça se passe toujours comme ça, que c'est une activité qui nous permet de raffermir les liens avec nos anciens qui nous ont précédés dans les universités. Mais arriver à ce stade-là, vraiment, ça me fait peur. Et évidemment, oui, allez-y, Elie. Je pense qu'il sera difficile de mettre un terme au bizutage. Ça sera très difficile de mettre un terme au bizutage. Déjà, tout simplement, quand un étudiant arrive, son but, c'est d'apprendre. Lui, il veut apprendre. L'après-bac, il est motivé, il vient, il veut apprendre. Mais il y a de ces actes qui font en sorte qu'il soit découragé ou du moins qu'il cherche ailleurs, qu'il ne parte pas dans certaines universités. Et là, quand un a mis dans sa tête que moi j'ai subi, l'autre doit subir. À partir de cet instant, ça va être difficile de briser la chaîne. Ça va être difficile de briser la chaîne. Oui, Santa, vous voulez rebondir sur un point ? Oui, je voulais déjà étendre un peu les différents cas qu'on peut avoir au niveau du bizutage parce qu'on me semblait un peu perdu. Il y a, au niveau par exemple de l'Afrique centrale, je ne saurais réellement me prononcer ici, il y a ces actes, avant même d'arriver aux actes par exemple de viol, il y a des cas de violence, des cas de raquettes et que ça va même au-delà en fait de juste la semaine d'intégration. Surtout à ce niveau-là, c'est pas encadré du tout. Je pense que ce qui a aussi aidé à votre niveau, c'est que l'administration, l'école savait que ça se passe principalement pendant la semaine d'intégration. Donc, il y avait une facilité d'encadrer en fait cette période-là. Or, quand on arrive dans certaines universités au niveau de l'Afrique centrale, ce qui ressort des témoignages, c'est il va y avoir, par exemple, un étudiant qui a besoin de l'emploi du temps, là où la photocopie qui va coûter 25, tu vas avoir des anciens qui vont te dire non, tu payes 17 000. Tout le monde n'a pas réellement, par exemple, les moyens. Ça va devenir non, telle place, tu ne t'assois pas là, ici, comme si, tel prix,
et ça se produit en fait sur le long du terme de l'année. Donc ce n'est plus réellement du biseautage parce que ça va arriver évidemment, à de l'harcèlement. tous les jours et la psychose, comme on dit encore, ça va être là. Chérif, évidemment, au regard de tout ce qu'on vient d'évoquer, de détailler, on peut s'amuser et créer des souvenirs mémorables sans forcément mettre à nu le caractère inhumain d'un étudiant. Oui, en fait, pour moi, pour sauver ce biseautage, pour sauver cette pratique aujourd'hui, il faut recadrer. Il faut recadrer ce phénomène parce que aujourd'hui, les autorités qui sont dans l'université, je pense qu'ils sont arbitres, ils veulent pas tout de suite participer, donner leur point de vue, ni interdire. La loi aussi laisse les choses passer. Donc, quand on parle de semaine d'intégration, en général, c'est les jeunes, c'est les étudiants qui dirigent, on les laisse faire leur semaine, et il y a des pratiques qui se passent et qui vont entacher l'université et tout. Donc, pour moi, si ça part jusqu'à toucher la dignité humaine, porter les gens à nu, des viols, des agressions et parfois des accidents, humilier la personne, il y a cette haine qui va être créée et ça va créer des discords, des divisions. Et la division peut avoir une autre forme déjà, parce que ça peut être un problème de région, un problème ethnique, ça peut tendre vers d'autres conflits à l'intérieur de l'université. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est encadrer, suivre ces étudiants, laisser quelques psychologues ou bien des sociologues qui sont dedans à l'université, qui suivent l'organisation de l'inscription, depuis l'inscription jusqu'à les études, les cours, jusqu'à la semaine d'intégration. L'évolution de chaque étudiant. Et s'insérer dans le groupe, parce que c'est des langages codés. Parce que si le langage est dit, aujourd'hui, ils se donnent rendez-vous quelque part, vous ne savez pas où ils vont partir. Tous se retrouvent là-bas d'un coup, et après, les pratiques, ça se passe. Donc, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Et justement, on va terminer sur cette question, Oumou, le biseautage, comme on l'a dit, ça laisse des traces, qu'elles soient visibles ou invisibles. Oui, ça laisse des séquelles. Même là que vous le voyez, je suis un peu vexée. C'est normal, je suis sensible de nature. Et je crois que il faudrait prendre des mesures. Pas attendre, il faudrait prendre des mesures et essayer de résoudre ce problème. Parce que déjà, une transition, juste la transition est difficile pour un étudiant. Quitter les études supérieures et pour faire une transition dans un milieu où on est plus mature et il y a quelque chose qui nous attend, il y a l'avenir devant nous et en plus subir tout cela, ça va vraiment poser problème. C'est à revoir et prendre des mesures. Exactement, il faut prendre des mesures, beaucoup de sensibilisation pour enrayer des cas de biseautage dans les universités. Et c'est malheureusement la fin de cette émission. Merci à Santa, merci à Chérif d'avoir participé à cette émission. Merci Oumou, merci Elie, merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques qui sont liées à la jeunesse. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.